Bonjour à tous, bonjour Jacques Cheminade, ça va? Bonjour Sébastien, ça va très bien. Bon, très bien. Alors, tu avais mis, toi, au cœur de ta campagne présidentielle, avec l'exploration spatiale, avec l'économie bleue, les grands projets, l'Afrique. C'était un des sujets fondamentaux de ta campagne présidentielle. Alors, Macron vient de finir sa tournée africaine, comme on dit, dans laquelle il a déclaré qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Alors, vrai ou faux? Si, il y a une politique africaine de la France. Vous savez que les serpents changent de peau. Alors là, on peut dire qu'il y avait la vieille France-Afrique, et voilà une nouvelle France-Afrique avec une nouvelle peau. Mais c'est toujours la France-Afrique. On promeut les intérêts privés, on promeut M. Bolloré, on fait des accords avec lui, on n'a pas une grande politique de développement de l'Afrique. Ce qu'il faudrait, c'est une politique de développement de l'Afrique, dans l'intérêt des Africains, pour que l'Afrique de demain soit comme la Chine, mais en mieux. Et ça devrait être la politique de la France. Oui. Donc, une des questions dans son discours, qui a quand même duré 1h40, son célèbre discours maintenant à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, il a éludé la question qui pourtant devait lui être posée, qui est la question du franc CFA. Alors on se rappelle, tu avais cité lors de ta campagne présidentielle Joseph Pouemy, qui disait que la France avait réussi l'extraordinaire exploit de faire circuler sa monnaie, et rien que sa monnaie, dans des pays politiquement libres. Donc évidemment, il n'en a pas parlé dans son discours, mais la première question des jeunes burkinabés ont été de lui poser cette question. Oui ou non, M. Macron va-t-il permettre à l'Afrique de sortir du franc CFA? Macron a dit ce sera selon le choix des Africains. C'est d'une grande hypocrisie, parce qu'on a imposé au départ ce franc CFA, et maintenant, ce sont les Africains, collabos, des intérêts financiers généralement situés en France, sont les Africains qui ont formé un lobby d'importateurs, parce que le franc CFA favorise les importateurs contre le développement de l'Afrique. Et il y a des taux d'intérêt extrêmement élevés pour ceux qui, en Afrique, essayent de développer et de faire quelque chose. Donc on a ce que Joseph Tchung Pouemy appelait liberté, servitude, et qui organisait, disons, l'esclavage monétaire, j'utilise des termes plus extrêmes que lui, de l'Afrique. La monnaie. Il a su comprendre l'affaire de la monnaie. Et voilà, monnaie, servitude et liberté. Donc, Tchung Pouemy est quelqu'un qui me tient à cœur, parce que il s'est battu sur le front de la justice alors qu'il aurait très bien pu rentrer dans le système. D'ailleurs, il est rentré au FMI, puis il en est parti. Il a eu le courage de partir quand il a vu que le Fonds monétaire international avait une politique de destruction des économies, d'exploitation, d'esclavage monétaire, disons-le, de servitude monétaire, si on préfère le terme. Donc, il est parti du FMI. Il avait auparavant suivi des études à Clermont-Ferrand, en Auvergne, qui est la ville d'où vient toute ma famille. Donc, c'est encore un autre signe qui m'est fait de loin par Joseph Tchung Pouemy. Il a été inspiré par Maurice Allais, dans son analyse monétaire et l'exploitation monétaire. Donc, on lui a appris quelque chose. Il a reçu quelque chose de la France. Et après, on n'a lui donné aucune chance d'appliquer justement ce qu'il avait appris. Et c'est ça le drame. Et on dit, et c'est à mon avis, je le crois vraiment, qu'il est mort empoisonné, qu'on l'a empoisonné à 47 ans en 1984. Donc c'est quelqu'un à qui on doit, à qui la France doit, à qui je dois, et à qui nous devons. Et nous devons, pour assurer cette justice à l'Afrique, qui passe par une question fondamentale: la monnaie des Africains doit appartenir aux Africains. Alors, ce ne sera pas facile dans l'ordre actuel. Il faut pour cela un nouvel ordre monétaire et financier international qui permettra ce passage. Et c'est là que la Chine doit jouer un rôle, là que les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et les autres doivent jouer un rôle pour permettre ce passage et redonner à l'Afrique, donner à l'Afrique les moyens de son développement. Sortir de l'impérialisme, sortir du colonialisme une fois pour toutes. Et ce discours-là, Emmanuel Macron ne l'a pas prononcé à Ouagadougou. Tout à fait. Alors, j'avais pas prévu d'en parler, mais tu parlais du probable assassinat de Joseph Pouemy. Macron s'est mis la salle, entre guillemets, dans la poche, en commençant son discours, justement, en parlant de l'assassinat de Thomas Sankara, qui était un des sujets sur lesquels on l'attendait, en disant qu'il allait déclassifier. Je ne sais pas si tu as une remarque là-dessus. Oui, j'ai gardé un souvenir
abominable du sourire narquois de François Mitterrand lorsque Thomas Sankara avait dit que la question de la dette et de la remise des dettes devait être traitée, sans ça lui-même ne serait plus là pour en parler. Et en effet, il a été assassiné, il n'était plus là pour en parler, et Blaise Compaoré, le beau Blaise, a été soutenu par les intérêts français de la France-Afrique. Tout à fait, ouais. Alors, je vais revenir à ce que tu as dit dans ton premier propos sur les grands projets de développement, puisque Macron a quand même fait des annonces. Alors, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Concernant en particulier ce que tu avais développé sur les infrastructures. Alors, Macron a annoncé 300 millions qui devraient être débloqués dans les semaines prochaines, a-t-il dit. 300 millions pour les infrastructures, parlant de la construction d'un train urbain à Dakar, de la ligne de métro d'Abidjan en Côte d'Ivoire qu'il a inaugurée avec le président Ouattara. Enfin, du moins, il a inauguré le début des travaux. Et à Casablanca. Il a également parlé d'un fonds d'investissement de 1 milliard d'euros qui serait conjointe avec l'Agence française de développement, la BPI, en appelant les fonds privés de l'Union européenne et de la France, qui pourraient être multipliés par 10, donc 10 milliards. Mais si je regarde, ça fait un petit peu rigoler, si je peux m'exprimer ainsi. Quand on apprend dans la Tribune la semaine dernière en France qu'en Guinée, la Chine a signé un contrat de 20 milliards, rien qu'en Guinée, dans un seul pays. Donc, pour bâtir les infrastructures du pays contre des ressources. On sait que ça, c'était une grande fête en Afrique, au Kenya. La Chine a financé à hauteur de 2,8 milliards un train entre Nairobi et Mombasa, le port de Mombasa est la capitale, que ça va être prolongé jusqu'à l'Ouganda, et que le projet est de relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains. Donc, on voit quelque part... Addis Abeba, Djibouti, le train également qui va longer la côte du Nigeria, etc. Donc tous ces projets, et là, il y a un décalage impressionnant entre aujourd'hui ce que peut faire la Chine de concret et de notre côté des annonces quelque part, des annonces de projets mais qui ne sont pas réalisées dans les faits. Alors, je reviens aux hommes. Joseph Tchungjang Puemi a eu le courage de sortir du FMI. Monsieur Ouattara y est resté et ensuite a été parrainé par lui pour revenir au pouvoir et faire emprisonner Laurent Gbagbo. C'est deux visions complètement opposées de l'Afrique, il faut le dire, il faut le mettre sur la table. Et la France était bien entendu du côté de monsieur Ouattara. Donc voilà la question. Alors évidemment, ce que propose Emmanuel Macron, c'est mieux que rien. Ceci dit, 300 millions, c'est pas beaucoup, c'est très peu. Et il dit, on dégagera ce fameux milliard, qu'avec des intérêts privés, on pourra arriver à 10 milliards. Tout ça, pour l'instant, c'est en l'air, c'est quelque chose qui n'a pas une réalité, n'est pas concret, c'est pas du concret. Alors on parle de concret, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il n'y a pas une politique de la France, disons, prenant en compte dont les Africains ont besoin, le développement des infrastructures, les transports, l'intégration, l'interactivité, comme disaient les Chinois, et faire cette politique-là. L'énergie aussi. L'énergie aussi. On dit que M. Borloo voulait apporter l'électricité à toute l'Afrique. Il semble que les dépenses de voyage et de réception aient abordé et absorbé une partie de ces fonds. Donc bon, on n'est pas sérieux. Il faut être enfin sérieux. Et les Chinois, on peut les critiquer sur tel ou tel aspect, mais ils sont sérieux. Ils apportent quelque chose. Et ce qui est essentiel, j'en parlais avec l'ancien ministre des Transports égyptien il y a quelque temps. À Francfort. Et je lui disais que si on était sérieux, on formerait la main-d'œuvre, on apporterait des centres de formation main-d'œuvre, des centres de formation professionnelle. Dans un pays comme l'Égypte, en plus, les usines sont là, il s'agit de les rouvrir simplement. Elles ont été détruites parce qu'on les soumet à une concurrence étrangère qui les empêche de fonctionner. Donc, il faut former les hommes pour l'avenir. Et cela, évidemment, Emmanuel Macron propose des visas aller-retour. C'est très bien, hein, c'est une bonne mesure. Mais il faut la formation. La formation, elle n'est pas là. Il n'y a pas de bonne mesure de formation professionnelle, de formation technique, de formation technologique, pour avoir les hommes qui, dans le futur en Afrique, seront capables de prendre en main les infrastructures, y compris de transport du futur. Or, les Chinois l'ont fait. Dans leur chemin de fer, autant Mombasa-Nairobi qu'Addis Abeba-Djibouti, plus de 80%, 90% même de la main-d'œuvre est africaine et formée. Et il y a des responsables africains. 44% des gens sont formés à des niveaux de cadre. Oui, et ils seront formés beaucoup plus par la suite. Alors on peut dire ce qu'on veut, ils sont formés. Nous avions, au temps de la colonisation, une formation de cadre aussi. Mais on les a privés de pouvoir, on n'a pas voulu leur donner au pouvoir. Et lorsque quelqu'un s'est insurgé, comme Sékou Touré,
On l'a laissé tomber, on l'a isolé, jusqu'à ce qu'en partie, il perde le sens des réalités. Mais qui l'a isolé, qui lui a fait perdre le sens des réalités? C'est cette politique de la France-Afrique. Donc c'est de là qu'il faut sortir. Il faut sortir absolument dans le nouveau monde, de la nouvelle route de la soie, de ce que nous appelons un nouveau pont terrestre mondial. L'Afrique doit s'insérer comme un élément absolument moteur, avec ses 2 milliards, 2,5 milliards bientôt, dans une centaine d'années, un peu moins, d'êtres humains. Et ce sera 40% de la population du monde en 2100, si les choses se passent comme il faut. Et 70% de jeunes de moins de 25 ans. Et des jeunes. On a toute la jeunesse du monde, là. Et Macron a voulu faire le jeune pour... Je suis de la génération, je suis de votre génération. Et... Je suis de votre génération et tout le reste. Mais il n'est pas vraiment de leur génération. C'est quelqu'un qui arrive à ses 40 ans bientôt et qui s'est adapté à la génération du passé avec un ravalement de façade faisant croire qu'il représentait le futur. Bien, je lui pose le défi, hein. Est-ce que derrière le ravalement de façade, il y a vraiment du nouveau? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Non, on l'a vu dans son discours. Alors, un point, j'allais dire positif presque, tu en as parlé, c'est sa politique de faire de sa priorité l'éducation. Donc tu as parlé des visas de longue durée qui seraient prolongés pour les gens qui ont été formés en France, qui puissent faire des allers-retours réguliers justement, etc. Il a parlé justement du doublement des partenariats universitaires, l'école polytechnique, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, de signer des accords entre les universités pour promouvoir le développement mutuel. Et évidemment la grande mesure qui paraît extraordinaire mais ridicule, c'est le passeport talent où 1000 passeports, nouveaux talents africains pourraient venir en France pour travailler dans la recherche, l'innovation. Voilà, c'est très petit finalement. Tout ça, oui. D'abord, ce n'est pas assez. Et ensuite, à quoi bon former ces talents, à quoi bon former ces gens, s'il n'y a pas en Afrique des qualifications qui leur permettent de travailler à l'avenir de leur pays et de leur continent. S'il n'y a pas cette interactivité, cette interaction qui permettent un développement de l'Afrique. Et là, on touche le sujet du panafricanisme. Hein. Le panafricanisme, c'est essentiel, qui est cette Afrique, cette coopération entre tous les pays africains pour un développement mutuel. Ça ne veut pas dire une seule autorité là-haut, ça veut dire que tous les pays travaillent ensemble. Et en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, les pays qui actuellement sont soumis à la servitude du franc CFA, ils devront décider entre eux comment sortir de cette servitude. Et ça suppose que nous ne soutenions plus les dirigeants qui eux-mêmes servent cette servitude. Ce que nous avait dit un ami commun qui disait que quand on est payé 30 000 € pour diriger la BCEAO, on n'a pas forcément envie de remettre en cause le système. Pour 30 000 € par mois, c'est quand même on peut dire une bien chose. Payé. On n'a pas envie d'émigrer en France à ce niveau-là, mais on se fait soigner dans les hôpitaux français, mais on acquiert peut-être une villa sur la Côte d'Azur au Pays Basque. Donc il y a toutes ces formes de consommation, de vie, qui n'ont rien à voir avec la vie du peuple africain. Et c'est cette vie du peuple africain que pour moi représentaient des gens comme Cheikh Anta Diop ou Pouemi, Joseph Tchung Pouemi. Ces gens-là vivaient avec le peuple africain. Les autres dirigeants, non. Et Macron est apparu dans son discours comme une sorte d'objet politique non identifié, d'OPNI, devant ces jeunes. Normalement, c'est toi l'OPNI en politique. Non, c'est lui l'OPNI. Moi, je suis un objet identifié, je représente des intérêts du futur, avec les yeux du futur. On me dit que je suis un visionnaire à cause de ça. Non. C'est pas du tout être un visionnaire, c'est être un réaliste. Parce que si on continue comme on va, et la politique de Macron, pour l'instant, va aussi dans cette direction. Si on continue comme on va vers une véritable destruction du monde. Je ne sais pas sous quelle forme, ce sera un chaos économique, ça sera peut-être une guerre, ça sera quelque chose de très grave qui est devant nous, parce qu'on ne permet pas un développement de la population. Un développement de la population et une formation, une qualification de cette population. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est environ 1% de la population mondiale qui possède 51% du patrimoine. C'est pas possible d'avancer, c'est jamais vu. Dans l'Empire romain, c'était un peu comme ça. Sans parler de certains députés en France qui se sont fait attraper ce matin, dénonçant les gens qui ont des allocations alors qu'ils ont 3 comptes en Suisse. Mais bon, ça c'est un détail. Oui, mais c'est un détail, mais qui est révélateur d'une petite corruption. Quand on commence avec la petite corruption, on fait un pas vers le soutien de la grande.
Alors je vais te citer 3 noms, tu vas me dire ce que t'en penses. Le dieu Gézo, le dieu Glélé et le dieu Béhanzin. Allez, les dieux du Dahomey. Voilà, les dieux du Dahomey. Donc Macron a annoncé, tu en avais parlé d'ailleurs, tu avais dit que tu étais pour la restitution du patrimoine africain. 3 statues qui sont actuellement ensemble, 3 sculptures qui sont actuellement ensemble au Quai Branly. Tout à fait. Je trouve que c'est des sculptures extrêmement intéressantes et c'est un art qui répond à une certaine histoire de l'Afrique, pas à notre histoire, où ça apparaît comme quelque chose d'étranger, mais pas pour l'histoire de l'Afrique, pas pour ce qu'ont fait ces gens au Bénin. C'est roi du Bénin. Roi, on a calqué un terme européen, il faudrait pas, c'est pas la même chose. C'est des gens qui représentaient à un moment leur intérêt de leur nation, avec toute une série de liens de famille qui les portaient. Donc, et si ces rois reviennent, c'est toute une histoire qui reviendra en Afrique. J'ai vu à Niamey les musées du Niger, qui avaient été faits par un républicain espagnol révolutionnaire, avec toute une série de collaborateurs du pays. Hein. Et ce musée est très bien conçu. Malheureusement, il est laissé en friche. Là, je dirais, si j'étais Macron, je donnerais $1 million pour ce musée, $1 million si on préfère, l'un ou l'autre, peu importe. Je donnerais une somme $1 million de nouvelles monnaies. Pour qu'on commence à travailler avec des gens du pays sur ce musée. Et on verrait un musée où il y a tous les animaux, disons, de la faune et de la flore africaine autour. La flore, elle dépérit, mais il faudrait la remettre en place. Il y aurait des cases où il y a de grandes bâtiments, mais bâtiments-cases, où il y a chacun des moments de l'histoire du Niger. Et ça permettrait à tous les enfants de revisiter ce musée et d'avoir la fierté d'appartenir à leur pays, appartenir à cette culture, qui est une culture formidable. Au néolithique, quand le Sahara était vert, quand il y avait un développement immense dans cette région du monde. Et après, avec le réchauffement climatique du Sahara, à l'époque, ils ont dû émigrer et aller ailleurs, y compris en Égypte. Donc, ce que Cheikh Anta Diop avait suivi, avait analysé et avait prouvé. Donc, il y a toute une chose, toute une histoire à reconstituer, et on doit, disons, pas être paternaliste vis-à-vis des Africains pour ça, mais à leur donner les moyens d'y aller. Et d'y aller, pas avec, disons, certaines élites qui ont été enquistées dans la francophonie, mal conçues, et dans la France-Afrique, bien corrompu. La corruption mutuelle assurée. Voilà. Donc, bon, il y a peut-être d'autres sujets que tu veux aborder. On a beaucoup parlé du discours de Macron à Ouagadougou, mais il y a quand même un truc que je voulais mentionner entre parenthèses. C'est qu'on a très peu finalement parlé du sommet UE-Afrique qui a eu lieu juste derrière, qui était un sommet de l'hypocrisie. Encore une fois, j'écoutais Africa numéro 1, c'était encore des promesses et des promesses comme on fait tous les ans. Il n'y a rien qui est sorti concret de ça. Et ce qu'on a très peu dit dans les médias français, c'est le discours du président du Ghana, puisque Macron est allé également au Ghana, et le président du Ghana fait un très beau discours en disant qu'il en avait marre de l'aide au développement. Lui, il a fait une campagne contre l'aide au développement pour être élu. En disant il faut mettre fin à l'aide au développement, et il prenait l'exemple, il disait le Ghana avait un revenu supérieur à la Corée, à la Malaisie, au Singapour dans les années 60, et regardez aujourd'hui, c'est les pays développés, et nous on n'a pas avancé. Ça, on n'en a pas parlé de cette remise en place, on peut dire, d'Emmanuel Macron par un président africain courageux. Je n'ai pas entendu non plus prononcer le nom de Nkrumah. Non. Et Nkrumah, c'est quelque chose qui est resté au Ghana. Parce que Nkrumah avait des défauts, comme nous en avons tous, mais il avait un sens de son pays et de son peuple. Et il s'est battu pour cela. Et il n'a pas été assassiné, contrairement à d'autres dans notre partie francophone de l'Afrique. Donc, il est resté quelque chose de cela. Puis il y a toute une histoire extraordinaire du Ghana, avec une culture historique formidable, y compris dans la Côte d'Or, dans toute cette culture extraordinaire qu'on doit faire reconnaître, parce que la diaspora africaine en France, on devrait l'aider à faire porter cette culture de l'Afrique pour apprendre à nous autres Européens qu'on doit quelque chose à l'Afrique, comme on doit à la Chine, comme on doit à l'Inde. On n'est pas seulement les fils et les filles de ceux qui sont nés sur le territoire européen. Toute une série géographique, toute une série d'influences du monde entier sont venues. Alors bien sûr, on a une base grecque, on a une base judéo-chrétienne, on a notre République, la base républicaine, qui sont fondamentales. Mais ça a été enrichi, et je pense même que ça n'aurait pas été possible sans cet enrichissement venu d'autres parties du monde. Bah merci Jacques. Si tu as un mot de conclusion. Oui, il faut plus que jamais mener ce combat, et je crois que
la Chine nous en offre une occasion, pas seulement avec sa politique africaine qui a changé depuis une vingtaine d'années. Avant, c'était une politique qui hésitait par certains côtés, suivait des voies analogues à celles de notre colonialisme. Maintenant, elle s'en détache progressivement et de plus en plus. Et les transports qu'elle finance, le développement qu'elle finance, ce ne sont plus des stades pour entretenir le pain et les jeux des Africains et continuer à les distraire. Donc là, ce qu'on est en train de faire, en faisant ce que fait la Chine, c'est donner un sens de la pensée à long terme aux Africains et les sortir d'un monde où la survie fait qu'on reste dans le court terme. Et c'est cette pensée à long terme qui correspond à toute l'histoire ancienne de l'Afrique, toute l'histoire ancienne, où que ce soit à Zanzibar ou à Tombouctou ou à Alger. C'est toute l'histoire ancienne de l'Afrique, ou au Cap. C'est toute l'histoire ancienne, ou à Johannesburg, c'est toute l'histoire ancienne de l'Afrique qui est là. Et je pense que c'est ce que quelqu'un comme Nelson Mandela avait pensé. Et son œuvre est restée tout à fait inachevée, bien entendu, y compris en Afrique du Sud. Et il faut reprendre le flambeau et se battre pour cela, parce que le sort de l'Afrique est intimement lié à celui de la France, et on a à lui rendre à l'Afrique, et l'Afrique a à nous donner. Donc, on a tout pour marcher ensemble, à condition de se débarrasser des vieux oripeaux, des vieux vêtements ou des fers aux pieds qui nous empêchent de marcher. Merci Jacques.